Alors, bonjour, merci d'être nombreux avec nous ce soir. On est très contents donc on est dans ce programme consacré à 10 réalisatrices en France, et c'est la semaine donc consacrée à la rétrospective et carte blanche Blandine Lenoir. Venez vous asseoir. Oui, je voulais que Blandine soit au milieu. Asseyez-vous. Voilà. Et puis voilà, Bertrand en fond. C'est très bien là, c'est très bien. Et donc on est très heureux pour cette rencontre, comme on a donc demandé à toutes ces invités d'inviter elles-mêmes des collaborateurs et des collaboratrices. Donc je vais vous présenter les invités de Blandine. Donc Blandine Lenoir est au milieu, pour ceux qui ne la connaissent pas. À mes côtés, j'ai Marion DN. Vous êtes assistante réalisatrice. Voilà, vous travaillez première assistante. Vous avez travaillé beaucoup avec François Ozon, Arnaud Desplechin, et ensemble, vous avez travaillé sur Annie Colère. À côté, Marie Le Garrec, vous êtes chef costumière, décoratrice, et vous avez travaillé avec de nombreux réalisateurs et actrices avant, et Solveig Hanspar notamment, de qui vous étiez, je crois, assez proche, comme Blandine. Et vous avez travaillé sur 3 longs métrages de Blandine Lenoir. Voilà, Aurore, Annie Colère et Juliette au printemps, le dernier. Et puis Bertrand Belin, vous êtes auteur, compositeur, je fais comme la radio, on a dit, mais aussi romancier, parce que donc, Bertrand vient de publier son 8e, 7e, enfin, oui, on compte plus. Il y a, voilà, en tout cas, chez POL, c'est le 5e roman, La Figure, qui est sorti il y a vraiment 3 semaines, très peu de temps. Vous êtes aussi acteur. On vous voit un peu, bah si quand même, dans les films des frères Larieux, ou on vous verra dans L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qu'on programme au mois de mars. Voilà. Parce que donc, Valérie Donzelli est une autre de nos invités. Voilà. Donc, est-ce que peut-être pour commencer, Blandine, et puis vous tous et toutes, vous pouvez nous juste dire un petit mot rapide sur les conditions un peu dans lesquelles vous vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous vous connaissez? Il y a des gens que vous connaissez depuis un peu plus longtemps que d'autres, je crois. Juste voilà, comment ça a démarré un peu vos différentes collaborations. C'est allumé. Alors, bonsoir tout le monde déjà. Et Marion s'est connue pour Annie Colère. Ça a été une expérience de travail merveilleuse. Et hélas, comme on se tutoie. Hein. On se tutoie. Allez, on va se tutoyer. Voilà. Comme tu l'as dit, Marion est hyper demandée par beaucoup de réalisateurs. Donc, hélas, on n'a pas pu travailler ensemble sur Juliette au printemps, mais on va se venger un jour, j'en suis sûre. Marie Le Garrec, on s'est connus donc par notre amie commune Solveig Hanspar. Et Marie, donc, elle a travaillé d'abord au costume sur Aurore, mais un peu aussi à l'accessoirisation. Annie Colère, elle faisait costume et décor, ce qui était beaucoup parce que c'était vraiment un film compliqué quand même, d'époque, etc. Et sur Juliette au printemps, elle faisait le décor et c'était son... Enfin, Anne Blanchard, qui était un peu ton assistante sur Annie Colère, qui était la chef costumière. Donc on restait quand même un peu dans le même genre d'équipe, quoi, finalement. Voilà. Et Bertrand, c'est connu adolescent. Donc ça fait gros suspense dans la salle. Ouais, ça fait vraiment très longtemps, quoi. Et donc quand j'ai fait mon premier court-métrage en réalisatrice à 25 ans, avec Marinette. Voilà, avec Marinette, c'est très naturellement que j'ai demandé à Bertrand d'écrire la musique. Et même, je peux dire, avec Marinette, quand même, c'était mon premier court-métrage que j'ai écrit d'après les souvenirs de ton adolescence, quoi, que tu m'avais raconté sur des petites cassettes. Et voilà, et puis après, Bertrand a fait la musique de tous mes films, sans exception, sauf Monsieur l'abbé, parce qu'il n'y avait pas de musique du tout pendant le film. Et pour le générique, j'avais demandé à Bertrand une fanfare. Et il m'avait dit que c'était un peu compliqué. Et du coup, j'avais pris un morceau existant d'un monsieur qui s'appelle Lacaille. Et voilà, c'est la seule fois où j'ai fait un film sans Bertrand. Voilà. C'est la fidélité. Bon, on reviendra sur la musique tout à l'heure. Est-ce que dans la chronologie... Oui, juste pour préciser, donc ça veut dire 10 courts-métrages et 4 longs-métrages. Donc c'est beaucoup... Voilà. Oui, là, il y a une grande fidélité au compositeur. Et il apparaît aussi dans un des courts-métrages, qu'on verra tout à l'heure. Ouais, pour de vrai. Et voilà. Il joue un rôle de musicien, en tout cas. Est-ce que dans la fabrication, si on avait comme ça une timeline, est-ce qu'on peut expliquer quels sont les métiers qui interviennent le plus en amont quand toi tu es à l'écriture,
Pour dessiner les personnages, est-ce que tu as déjà besoin de parler avec un costumier, une costumière? Non, là, les 3 personnes qui sont présentes, on arrive vraiment au moment où le film commence à se fabriquer, quoi. D'accord, donc vraiment sur le plateau, quoi, ou quand il faut monter. Non, c'est pas sur le plateau, c'est-à-dire que c'est vraiment la préparation. C'est-à-dire que Marion, je lui envoie le scénario, elle est d'accord pour travailler sur le film, mais Marion, elle arrive au moment où, en fait, il n'y a personne, quoi. Il y a de l'argent un peu. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas encore d'équipe, en fait, c'est vraiment le tout début. Donc c'est la première. Oui, après les producteurs, quoi. Oui. Disons que c'est une fois que le scénario est terminé et qu'il y a des financements. Donc généralement, il y a un début de casting qui se dessine. Et voilà, là, il y a un travail qui commence entre le premier assistant et la réalisatrice, où au départ, on échange beaucoup sur le scénario, qui est... moi, j'aime bien dire que c'est un outil de travail à cette étape des discussions, parce qu'il peut encore beaucoup évoluer en fonction des conversations ou pas, et en fonction aussi des metteurs en scène. Il y en a qui se tiennent vraiment très précisément, mais c'est un endroit où il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles et qui sont dans l'imaginaire et qu'il faut commencer à rendre concrètes pour le tournage. Donc particulièrement le casting, les repérages qui se font aussi avec la décoration. Voilà, c'est ça. Si on repère des décors, là intervient du coup le rôle de la chef décoratrice. Et souvent aussi, ce que fait le premier ou la première assistante, c'est tout de suite, d'après le scénario, de dire, voilà, on a besoin de 42 jours de tournage, par exemple. Voilà. Et en général, la production dit non, il y en aura 35. Et donc, à partir de là, on s'arrache les cheveux. Avec Marion, on discute, et puis on voit qu'on est obligé de couper certaines séquences, parce que sinon, on n'y arrivera pas, ou on aura des journées beaucoup trop dures. Et là-dessus, c'est des discussions. Où, moi je me souviens sur Annie Colère où Marion m'a dit là ça va être une journée horrible, et je dis non mais c'est pas grave, on y arrivera, et puis on arrive au jour qui est vraiment horrible parce qu'on a trop de choses, et Marion me dit mais on l'avait dit que ça allait être horrible. Et c'est des discussions qui sont très importantes, donc ça se passe 2-3 mois avant le tournage, ça c'est vraiment en avance, et où c'est hyper important, quoi, comme dialogue pour voir si on va arriver à fabriquer avec l'argent qu'on a ce qu'on souhaite faire, quoi. Mais alors donc les repérages, par exemple le choix de la ville, puisque donc la plupart de tes films se passent dans d'autres villes que Paris, donc qui sont pas forcément des villes dans lesquelles tu as grandi, que tu connais. Là, ça se fait en fonction du budget, ça se fait aussi en fonction de trouver les maisons, les décorer. Comment vous travaillez déjà en amont? Déjà, il y a un truc financier, c'est-à-dire qu'on demande de l'argent aux chaînes, etc., mais aussi aux régions. Donc, quand on a de l'argent d'une région, on va chercher dans ces régions-là. Là, si on veut revenir à Annie Colère, on n'a pas eu d'argent de région. Personne ne voulait nous donner d'argent. Et comme je ne veux pas tourner à Paris, il fallait qu'on tourne le plus loin possible de Paris, mais pas non plus trop loin, parce qu'on n'avait pas le budget pour loger toute une équipe, etc. Et puis Annie Colère, c'était un film d'époque. Donc ça pose aussi des questions importantes pour le choix des repérages. On a cherché des lieux, et notamment une ville où le mobilier urbain n'était pas trop présent, contemporain, où on pouvait s'appuyer sur une ville ou une petite ville qui nous permettait de raconter l'époque, sans avoir tout à refaire. Soit maintenant, ça se fait beaucoup en effets spéciaux après le tournage, ou en décoration. Mais c'est vrai que tout ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour faire autre chose après, quoi. Donc on essaye de trouver un lieu qui correspond le plus à ce qui est écrit dans le scénario. Et effectivement, pour Juliette, là, tu as été en région, parce que vous aviez de l'argent de la région. Ça se passe à La Rochelle. Pour Juliette, on était dans la région de Lyon. Mais ce qui est marrant pour les années 70, c'est qu'il y a encore 20 ans, on pouvait tourner, même dans certaines banlieues parisiennes, on pouvait raconter très facilement les années 70. Et depuis 20 ans, il y a des poteaux partout pour que les voitures ne se garent pas. Il y a tout ce mobilier urbain qui a pris une place folle et qui fait que ça devient vraiment très difficile, quoi. Et donc nous, on a tourné à 50 km de Paris, un truc comme ça. Le plus loin possible qu'on pouvait. Et on a trouvé cette petite ville qui était un peu une ville provinciale, qui aurait pu être n'importe où, quoi. Mais c'était un peu... En Seine-et-Marne. Mais ça a été très compliqué parce qu'on a trouvé cette ville tardivement.
Et donc, pour Marie, ça a été l'enfer parce que pour faire elle a eu les lieux, quoi, les lieux de décor très, très, très tard. Voilà. C'est aussi parce que en fait, il y a quelqu'un qu'on appelle le repéreur qui essaye de trouver... Ou la repéreuse. Ou la repéreuse, voilà, pardon. En plus, en l'occurrence, c'était une repéreuse. Et qui essaye de trouver des endroits... parce que dans un scénario, forcément, il y en a plusieurs, des endroits. Et l'idée aussi, dans aussi un esprit d'économie et aussi pour faciliter aussi le travail, plus on a de décors qui sont dans un lieu, enfin des décors pas trop éloignés, et mieux on travaille en fait. Et c'est vrai pour tout le monde en fait. Sauf que là, cette histoire de repérage, c'était en plein moment du Covid. Et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin les repéreurs et repéreuses travaillent beaucoup, voilà, on toque chez les gens parce qu'on a vu une façade qui avait l'air d'être sympathique, enfin bon bref, c'est un travail de proximité aussi. Et là, ça n'a pas été possible. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que beaucoup d'endroits étaient fermés, il n'y avait pas cette possibilité. Donc effectivement, on a eu, une fois qu'on a eu décidé que c'était l'extérieur qui était prédominant, disons, parce qu'on était dans les années 70 et qu'on n'avait pas les moyens de refaire des rues entières. Alors là, on s'est dit, tiens, on va tourner dans ce petit village. Et puis, voilà. Et là, la mairie nous a énormément aidés parce qu'elle était présente. Mais effectivement, du coup, on s'est retrouvés parfois avec des décors... voilà, très très loin de ce dont on avait besoin, et avec un temps qui s'amenuisait pour les retravailler, pour faire ce qu'il y avait à faire, et beaucoup de construction en l'occurrence. On va regarder un extrait d'Annie Colère dans peu de temps, et puis avec des photos de tournage, on pourra parler un petit peu justement des corps mis en scène. Mais pour finir sur cette question de travailler en amont, avec Bertrand, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des fois quand même, vous échangez tous les deux sur l'humeur, ou il intervient vraiment si tard que ça? Parce que souvent les compositeurs arrivent en général assez tôt pour travailler sur l'ambiance. Il sourit. Non, je fais lire le scénario à Bertrand, ça c'est sûr, pour déjà qu'il me donne son accord. Je ne fais pas comme si c'était acquis. À chaque fois, je me dis peut-être qu'il va me dire qu'il n'a pas le temps. Il peut ne pas aimer. Oui, ou qu'il n'a pas le temps parce qu'il fait beaucoup de choses. Parfois, ça dépend des films. Il y a des films pour lesquels on parle de la musique avant, d'autres non. En général, on en parle quand même. Oui, en général, on en parle. C'est pas la première chose qu'on échange. Je pense que c'est comme avec vous. On prend d'abord connaissance du territoire narratif, du drame qui va être raconté, de la situation générale. Et puis, en l'occurrence, des questions peuvent se poser de toute nature. Par exemple, sur Annie Colère, c'est pas un film en costume d'époque du 18e, mais c'est un film quand même qui revient 40 ans en arrière. Enfin, je sais plus, 40 ans. 14, le film. Après 50 ans en arrière, donc on peut imaginer que ça peut être l'objet d'une conversation sur le contenu musical. On n'est pas obligé de le penser, puisqu'on peut avoir recours à des musiques qui paraissent, qui existaient, qui sont toujours écoutées aujourd'hui et qu'on pratiquait déjà avant les années 70. Un petit trio à cordes, un piano, vous voyez, c'est pas tellement coloré par l'époque, ou par les tendances ou des choses comme ça. Donc, mais ça pourrait faire l'objet d'une conversation, en l'occurrence non. Mais en général, moi, d'abord, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Par conséquent, j'ai une image mentale. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Mais lorsque je lis un scénario de Blandine, j'ai une image mentale du film quand même. Ce qui n'est pas le cas avec tous les scénarios que je lis, parce qu'il m'arrive d'en lire d'autres, parce que j'ai collaboré avec d'autres metteurs en scène et metteuses en scène. Mais dans ces cas-là, j'arrive pas trop à me projeter, quoi. Mais là, c'est parce qu'on a accumulé une expérience, donc j'arrive quand même à me projeter un peu. J'arrive même à me projeter sur l'instrumentarium, par exemple sur le dernier film, Juliette au printemps. Très vite, j'ai fait des propositions à Blandine sur la nature de l'instrumentarium. On parlait de percussions classiques, des marimbas, des vibraphones, quelque chose qui rejoigne un petit peu un univers... disons pas trop capable de mettre du drame dans le son, quoi. Pas des instruments trop en mesure d'être trop interprétables rapidement. Et sur les moments où arrive la musique, est-ce que ça c'est déjà dans le scénario? Parce que par exemple justement dans Juliette au printemps, c'est vraiment elle accompagne à certains moments. Dans quel film? Juliette. Oui.
Est-ce que ça, toi, tu y penses, Blandine, au moment il y a où des séquences où au tournage, je me dis que ça sera en musique, ça c'est sûr. Mais en fait, Bertrand, il intervient beaucoup au montage, quoi. À partir du moment où je suis en montage, on se voit tout le temps, quoi. Oui, on a la chance, souvent on n'est pas trop éloigné en plus, parce que ça se passe dans l'Est parisien, là. Et donc on fait des allers-retours. Le montage commence par... il y a le dérochage, le montage commence avec des films de 2h30, puis il devient un film de 2 heures, puis il y a des inflations, des déflations comme ça, le film il respire, jusqu'à trouver sa forme. Et puis pendant cette gestation, cette sorte de palpitation du film-là, on fait il y a de la musique qui circule et puis qui va demander à être un petit peu recousue différemment, penser un peu différemment, des ajustements progressifs, quoi. Alors les endroits où Blandine voulait de la musique savaient qu'il y en aurait, en général il y en a, mais il y a d'autres endroits qui se révèlent aussi, et qui sont parfois inattendus, parce que, comme le disait tout à l'heure Marion, le scénario c'est une chose, mais le film c'est souvent plus grand, quoi. Souvent autre, en tout cas. Ouais, souvent, Bertrand, effectivement, écrit la musique pour des séquences que je lui montre. Ça peut être une séquence qui fait 2 minutes, je sais pas, 10. Puis une fois qu'on la retravaille avec sa musique, elle devient plus courte, donc il la réajuste. Mais toujours, il finit par me proposer de la musique à des endroits vraiment pour lesquels je ne pensais pas du tout forcément à de la musique. D'accord. Et c'est hyper intéressant d'avoir d'un seul coup le point de vue de Bertrand. Est-ce qu'il a envie de rajouter. Mais là, la musique n'est pas écrite déjà, enfin, elle n'est pas faite. Il faut, du coup, elle est. Enfin, je veux dire, vous ne l'avez pas déjà. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas, comment dire, étudié de processus ou de méthode particulière pour faire de la musique de film. J'ai pas suivi d'enseignement très clairement, donc j'avance à l'instinct. Et ma sensation, c'est comme dans tout ce que j'entreprends d'ailleurs, c'est que la musique est déjà là, que finalement elle est déjà dans le film, il s'agit juste de la révéler un petit peu, quoi. J'essaye de faire en musique et en son, de produire une matière et soit harmonique, soit mélodique, soit rythmique, qui viennent pas redire ce que le film dit déjà, ou redire ce que le texte, les échanges qui sont nombreux dans les films de Blandine, parce que c'est des films de vie, hein, c'est des films où il y a de l'échange, où le verbe est tout le temps présent, enfin beaucoup présent. Donc la musique, elle ne doit pas être non plus un divertissement soudain qui va nous permettre de tourner une page sans s'ennuyer, c'est pas non plus ça. Elle participe, j'essaie de la faire participer à une certaine distance pour qu'il y ait une continuité. Pour moi, c'est la même chose que la lumière, en fait, dans un film, la musique. On la voit pas. Les gens travaillent comme des dingues à préparer une lumière pour le cinéma. Mais à part quelques spécialistes qui sont du métier ou des gens qui sont les plus rares, qui sont très sensibles, ils sortent pas du cinéma en disant putain les lumières, les mecs, les chefs-op, waouh, putain, dingue. Et la musique, moi-même, je le sais parce que je vais beaucoup au cinéma. La musique, c'est la dernière chose à laquelle je pense, quoi, quand je sors du cinéma. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, ni vu ni connu, quoi. Mais alors, par contre, quand on entend, on verra après, on verra les extraits, mais quand on entend votre voix, Bertrand Belin, tout de suite, on vous identifie quand même. Donc ça arrive pas si souvent dans les films d'entendre la voix, d'entendre une vraie chanson. Et là, on se dit tiens, il y a un acteur en plus quand même. C'est pas arrivé beaucoup quand même. Non, c'est pas arrivé beaucoup. Non, mais en général, pour Juliette au printemps, pour la première fois, Bertrand a écrit une chanson. Alors je lui demande souvent une chanson et il a pas envie. Moi, je traîne des pieds un peu parce que moi, j'ai pas envie d'être présent dans le film, quoi. D'ailleurs, Blandine me disait tout à l'heure gentiment qu'elle me faisait lire le scénario avant. Elle partait pas du principe que j'allais accepter de faire de la musique, mais moi je pars pas du principe non plus qu'elle doit absolument se tourner vers moi pour la faire. Donc toujours je lui demande t'as pas pensé à quelqu'un d'autre, c'est parce que on rediscute de notre mariage depuis toujours, en fait. Oui, puis il y a des musiques additionnelles. Ouais. Bon, on va peut-être regarder quand même des choses, parce que parler sans voir les images, c'est moins facile. On va regarder un extrait d'Annie Colère, si vous voulez bien, qui est un moment où on pourra parler décor, mise en scène, pas de musique, désolé pour l'instant Bertrand. Et puis on aura des photos de tournage qui seront intéressantes. Donc ça sera l'extrait numéro 3 d'Annie Colère, s'il te plaît, Sacha. Bonjour. Salut Annie. Je t'en prie, entre. Bonjour Annie. Bonjour. Elles sont toutes dans le salon, si tu veux, tu peux les rejoindre. D'accord. Tiens, bonjour mesdames. Bonjour. 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 Monsieur. Bonjour, je m'appelle Jean. Je suis un des docteurs du groupe. Je travaille dans le même hôpital qu'Hélène.
D'accord. À tout à l'heure. Oui. Viens, assieds-toi. Bonjour Annie. Bonjour. Tu connais pas Nicole? Non. Je suis au MLAC depuis 6 mois, mais j'étais pas à la dernière permanence. D'accord. On va commencer. Qui se sent prête? Qui se sent de passer la première? Moi. On y va. T'as pas chaud? Si. Ouais. Attention, je vais piquer. Voilà. Très bien, c'est terminé. Mais c'est ça. Ça va, t'as pas eu mal? Non, ça va. Non? Ça va aller. Voilà, tu mets tes... C'est bon? D'accord, très bien. Tu peux reculer un petit peu. Regarde. Vas-y. Voilà, c'est bien. C'est bien là? Oui. Et en revanche, Annie, il faut que tu avances tes fesses. Regarde, tu les avances. Attends, je te Voilà, regarde un au petit peu bord comme de la table. Comme ça? Très bien. Ça va, t'as pas froid? Non, non. Non. Parce qu'on a des chaussettes, hein, si tu veux. Non, ça va, Non, ça va? merci. Très bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais juste te demander d'ouvrir un petit peu les jambes. Oui. Voilà. Parfait. Voilà. T'es prête? On peut commencer? Oui, oui. Voilà, je vais poser le spéculum. C'est pas très agréable, mais ça va aller vite. Annie, est-ce que tu as une idée de ce à quoi ressemble ton col? Non. Regarde, je vais te montrer. Prends le miroir, place-le entre tes jambes, comme ça. Et voilà. Tu vois la petite boule très jolie, rose? Ouais. C'est ton col. Ça, c'est mon col? Ouais. T'as vu, c'est beau. Hein? Ah ouais. Et il s'est refermé suite à la fécondation. Et après le col, pas plus de 2-3 cm, il y a l'utérus. Est-ce que tu arrives à visualiser? Oui, je crois. Voilà, donc on va afficher. On a eu la chance d'avoir des photos de tournage de la part de Blandine. Donc, ce qui était intéressant dans cette scène, c'était de voir les positions de caméra. J'aurais dû peut-être dire de regarder ça avant. Parce qu'évidemment, on est pris dans l'intensité de l'action et on ne regarde pas toujours où elle est, la caméra, mais elle est à plein d'endroits, en fait, dans cet endroit minuscule. Et donc, je ne sais pas ce que tu veux les commenter, Blandine. Est-ce que vous pourriez parler du rôle, là, un peu de chacune dans ce genre de scène? Donc, c'est là qu'on voit qu'on est dans un film d'époque, hein, mais effectivement pas le 18e, mais il a fallu reconstituer, il y a les maisons. Alors ça, c'était un décor incroyable qui était dans le 16e arrondissement, dans le 8e, un hôtel particulier extraordinaire, magnifique, dans lequel on a tourné cette séquence, et aussi la séquence dans le très grand appartement bourgeois. On peut faire défiler les photos, Sacha, si tu veux, il y a les suivantes. C'est un endroit où il y avait des papiers peints comme ça, complètement intacts. Ça c'est pas nous qui les avons rajoutés. Par contre, Marie est intervenue. Enfin bon, je te laisserai parler de tout ce qu'on a construit, mais c'était assez petit, mais assez idéal pour le travail. Moi, j'ai pas un souvenir où c'était difficile. On n'était pas les uns sur les autres. Ça créait plutôt une atmosphère, je trouvais, propice à la situation, à ce qu'on avait à mettre en scène, parce que tout le monde devait. Enfin, les trop grands espaces parfois donnent trop de liberté à l'équipe, et du coup il y a moins de concentration. Là, tout le monde devait faire très attention, quoi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et du coup, moi j'ai des super souvenirs de ces décors. Alors que souvent les décors exigus sont pas simples, surtout pour la caméra, c'est assez compliqué, mais c'est vrai, un moment que Zita Androth repasse devant la caméra quand elle dit est-ce que tu vois, je crois, elle passe devant la caméra, donc j'imagine que là il n'y a plus le docteur, il faut que la caméra est à la place du docteur. Comment on fait le plan? Ah oui, ça c'est pas le plus difficile, mais c'est surtout pour la lumière que c'est très compliqué, les petits espaces, quoi.
Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent en préparation sur ce type de décor, par exemple, qui sont des chambres de bonne. On peut être tenté d'aller dans un appartement plus grand, de construire des cloisons, de refermer l'espace. Alors ça, c'est vraiment une décision de mise en scène, parfois je dirais même de croyance dans un certain type de cinéma où on dit non, on tourne dans les vrais décors, dans les vrais lieux. Ça, c'est très français. Aux États-Unis, on aurait reconstruit la chambre de bonne. Après, le fait de tourner dans une vraie chambre de bonne au 8e étage où il faut grimper tout le matériel, c'est une contrainte, mais c'est ce que tu dis aussi, c'est qu'à un moment donné, ça vous met dans un lieu qui est le vrai lieu. Et par rapport aux places de la caméra, ça apporte aussi une justesse parce que quand on reconstruit complètement, on peut bouger les murs. Et tout d'un coup, la caméra, on peut être tenté de la mettre à un endroit où elle ne devrait pas être. Alors que là, finalement, parfois des contraintes du lieu, ça oblige à penser le découpage, à penser la mise en scène, avec ces contraintes-là. Et je crois que, moi, c'est mon avis, je pense que ça sert l'émotion de la scène aussi avec ces contraintes-là, quoi. Alors, on a aussi des photos. Sacha, si tu peux nous montrer les 4, 5, 6. Voilà, donc c'est le même appartement, c'est ça? C'est le même immeuble. C'est le même immeuble, ouais. D'accord. Donc là, c'est l'emplacement de... Donc c'est pas la scène exactement qu'on a vue. Hein. Donc il y a une autre scène d'accouchement dans cet appartement. Oh là là. Ça fait plusieurs fois que je le fais. C'est un classique, tout le monde dit accouchement à la place d'avortement. Il y a la bienveillance des accouchements. Et donc là, on voit la mise en place et... Oui, ce qui est assez drôle, tu peux les faire passer, Sacha, s'il te plaît, parce qu'on voit que vous avez l'air tous hyper sérieux et même un peu tendus. Oui. Et alors, la dernière photo est assez drôle parce que vous mettez tous à manger le repas. Ça va être la fin de la journée, je pense. C'est ça. Et là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, là. Ce qu'il faut quand même... Dans l'extrait qui a été diffusé, moi, je sais que c'est en lisant ces scènes-là dans le scénario de Blandine que j'ai eu envie de faire son film et que j'étais tellement heureuse qu'elle me le propose. Parce que c'est ce qu'il y a à mettre en scène est totalement inédit. C'est un défi d'un point pour l'assistant. Parce que comment on fait pour demander à une actrice de jouer ça? Donc à un moment donné, se posent des questions très pragmatiques, mais qui deviennent les questions du tournage. Comment on fait pour demander à une actrice de se mettre les jambes écartées face à un acteur et qu'à un moment donné, elle soit suffisamment en confiance avec ce qu'on va faire pour qu'elle puisse juste jouer, quoi. Un acteur, c'est quelqu'un d'humain et de pas surhumain, donc il faut que ça... Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en préparation, qui était très important. Moi, j'étais très ignorante de l'histoire du MLAC et même de l'histoire du féminisme, donc c'est aussi la rencontre avec Blandine qui est hyper importante pour moi personnellement, parce qu'elle m'a beaucoup enseigné et elle a beaucoup transmis aussi aux actrices qui arrivaient, à toutes les jeunes femmes qu'on voyait. Donc c'était très beau. Et il a fallu qu'on se pose la question assez rapidement de comment on fait pour filmer un avortement. Parce qu'il y a des gestes techniques. Je peux raconter un bien truc. sûr. Donc en fait, une fois que le scénario a été écrit, j'ai vu des anciennes du MLAC qui m'ont donné plein de détails pour les dialogues, etc. Mais qui aussi m'ont appris le geste technique de la méthode Karman. Enfin, j'ai pas pratiqué l'avortement, mais j'ai appris à faire très bien semblant, quoi. Et elles nous ont passé le matériel de l'époque, quoi. Voilà. Et donc, pour pouvoir apprendre aux actrices, on s'est entraîné. Et Marion a donné de sa personne. Elle a fait semblant d'être une avortante. Et on s'est entraîné sur elle. C'était Zita Enro, je crois, qui était sur toi. Enfin, et puis on filmait. Et après, je montrais aux anciennes du MLAC, donc qui sont des dames de 70, 80 ans. Et je leur demandais si elles y croyaient. Elles disaient non, là, la main est trop basse. Il faut... donc, en tout cas, quand on arrivait à ces séquences-là, Marion, elle savait très bien à quoi devait ressembler le geste. Enfin, il y avait vraiment une implication totale, quoi. Il y avait ça, et ce que tu dis qui est très important quand on est à la mise en scène, alors soit c'est la réalisatrice, soit c'est l'assistant, tout le monde ne le fait pas, mais moi je trouve que ce qu'on demande à une actrice de faire, si on lui montre qu'on le fait avant, mal, parce qu'elle le fera beaucoup mieux, mais de dire alors Zita, elle n'est pas avortée dans le film, mais
devant Laure ou devant des jeunes filles qui étaient là très jeunes, qui acceptaient de tourner dans ton film, de lui dire attends, je vais te montrer, je vais moi aussi devant l'équipe technique me mettre dans une position qui est forcément pas banale, et regarde, moi aussi je le fais. Je trouve que c'est leur tendre la main et leur dire vas-y, tu vois, on va le faire, on va y arriver. Oui, puis au-delà de ça, le fait que tu l'aies fait, tu savais ce que. Et en plus, voilà, je sais ce que je leur demande et je sais comment ça se passe. Et on a inventé un système pour pouvoir. Évidemment, c'est du cinéma. On a inventé un système pour qu'on puisse réaliser les gestes, que ce soit réaliste et que, et que tout le monde soit respectueux. Marie et c'est Pierre qui avaient fabriqué ça. Un petit matelas qui était sous les fesses des femmes avec un tuyau pour qu'on puisse enfoncer les outils dans ce tuyau, quoi. Alors donc je précise évidemment que toutes les jeunes femmes qui apparaissent dans le film et qui ont l'air d'être nues avaient en fait des culottes couleur chair sur laquelle on avait collé ou cousu, je sais plus, des faux poils pubiens, et donc elles étaient évidemment pas nues, mais la position jambe écartée est quand même là et qui est toujours très impressionnante. Tu disais que Laure Calamy aimait beaucoup cette fausse culotte. Mais on a des photos que je pourrais jamais vous montrer. De Laure s'amusant avec sa culotte de faux poils. J'ai pas eu ces photos de tournage. Non, je peux pas te les montrer. Je sais. Faut que personne ne les voit jamais parce que. Ça veut dire qu'on a bien travaillé en prépa quand on en arrive à ce que sur le tournage il y ait quelque chose de léger et que ça devienne drôle. Après c'est Laure aussi qui est un clown permanent, quoi. Mais voilà. Mais ouais, c'est vrai. Mais là, les photos, les images qui défilaient, où avant on est entre guillemets plus tendu, et là c'est la fin de la journée. C'est des scènes super importantes. Il y a beaucoup d'acteurs dans ces scènes-là. C'est vrai qu'il y a c'est pas une tension, mais c'est une concentration parce que. C'était très dur cette journée-là. Je me souviens que c'était épouvantable. On avait trop de choses parce que c'est des beaux décors, mais qu'on n'avait pas longtemps, donc on peut pas rater, quoi. On peut pas revenir le lendemain. Et dès qu'il y a beaucoup de monde, non. Puis c'est vrai, je dois l'admettre. Plus les décors sont grands, moins je suis à l'aise, moi. J'aime bien les petits espaces. Et tu disais aussi que les scènes de groupe que tu aimes bien, parce que c'est souvent des films chorales, les scènes de groupe sont quand même aussi plus dures à agencer parce que chacun a sa partition. Là, on avait, je sais plus, je me souviens pour cette scène, on avait très peu de temps, c'était affreux. On avait une journée, c'était une journée, et puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient parce que la scène, elle est. Enfin, il y a le salon là au centre, et puis après, il y a ce qui se passe de manière annexe dans les petites pièces. Et non, et puis il y a aussi quelque chose, c'est que Blandine a une façon de mettre en scène où elle aime que ce soit extrêmement vivant. Tu laisses quand même place à l'improvisation. T'es aussi actrice, donc t'as une façon de mettre en scène qui fait que il faut qu'il y ait une sorte de mayonnaise qui prenne, que les acteurs s'approprient la scène au départ. Et on ne peut pas répéter toutes les scènes du scénario en amont avec tous les acteurs. Et surtout, quand il y a des scènes comme ça où il y a beaucoup de monde, on peut pas avoir... Enfin, c'est difficile de réunir tout le monde avant. Donc, le challenge aussi, c'est de trouver l'énergie de la scène, le sentiment. Et après, alors maintenant, comment on le filme ? Où est-ce qu'on met la caméra ? Donc, voilà, plus il y a de monde, plus c'est vrai que ça peut devenir... un peu laborieux au démarrage, mais il faut prendre ce temps-là pour trouver, quoi. Alors, j'aurais d'autres questions pour Marie, mais je pense que je vais regrouper avec Aurore. Ça nous permettra de parler plus précisément des costumes. Donc, on va enchaîner 2 extraits d'Aurore. C'est le 1 et le 2, Sacha. Alors, je m'excuse pour ceux qui ont été au cours de cinéma hier. J'en ai repris un autre, mais j'avoue que je ne m'en lasse pas. Donc, je suis désolée, mais ça permettra de parler des corps. Donc, le 1 et le 2, s'il te plaît. T'as plus le petit truc rouge, là, tu sais, le petit pull ? Lequel ? Tu dis le mariage de Janine ? Ouais. Ah non. Ah non, non, il est foutu. Les mythes l'ont bouffé. Oula, non, ça, c'est pas possible. Pourquoi ? C'est trop sombre, maman. Enfin, c'est pas bien. Tu peux mieux ? Ah non. C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit ? 20h, il arrête pas de repousser. Mais c'est super, au contraire. 20h, ça veut dire qu'il t'emmène dîner et qu'il veut passer toute la soirée avec toi, c'est trop bien. Tu crois ? Bah ouais. Bon, tu gardes la jupe, mais tu changes le haut, hein. D'accord. Oh bah non, pas ce pull, maman. Oh non, c'est pas lui. Ah, voilà,
c'est bien. Ah, ça, le coup de l'épaule, c'est bien, ça, c'est super. Ça, c'est quoi, ce truc? Bon, c'est un vieux pantalon. C'est ringard. Pas du tout. C'est hyper vintage, j'adore. Tu sais, j'ai une photo chez mamie où je suis avec ce pantalon, oui. Avec Marina bébé. Elle est trop belle. Il est super, j'adore. Je la mettais tout le temps, dis donc. Non, j'aime beaucoup. Ça me fait drôle. C'est bon là, ton petit cul en cuir là. Pardon, madame. Bon. Vous m'aviez dit que vous avez démissionné, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est parce que mon ancien patron a pris sa retraite. Alors, le nouveau patron, il a gardé que les gens de la cuisine. Et puis moi. Mais parce que je pense qu'il ne pouvait pas me virer, en fait. En tout cas, ça se passait pas bien, voilà. Enfin, il faut que je travaille. J'ai toujours travaillé. Ouais. Et avant, vous faisiez quoi? Eh ben, je travaillais pour mon mari. Je faisais son secrétariat, enfin, les comptabilités. Il a une entreprise de rénovation. Et donc, voilà, je m'occupais des papiers, des factures, des... Eh ben, évidemment, mais pourquoi se gêner? Monsieur arrive les pieds sous la table, on se tape les factures, tout le travail, tout le sale boulot pour ce connard, hein, les enfants, le ménage, tout, et hop! Et puis après, à 50 ans, hop, on est jeté! Est-ce que vous avez des documents qui nous prouvent ça? Ben non, parce que je travaillais pour mon mari, quoi. Donc, au noir. Bon. Allez, on va faire un petit dossier. Vous allez rebondir, vous allez voir. On va pas se laisser abattre. Puis en plus, vous avez un super nom. Aurore Tabor. Eh, ça sonne bien, ça. Ah oui, oui, oui. Tabor, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou, en fait. Aurore Plou. P-L-O-U. Plou. Bon, voilà, je suis désolée, c'est irrésistible. Bon, alors là, pour cette dernière scène, on se demande ce que vous ne pouviez pas mettre en bleu. Tout est bleu. Les stylos, les crayons, la pochette, le bleu, sur les paupières, les fleurs, tout, quoi. Vous vous êtes amusé à... Alors, sur ce film-là, sur Aurore, c'est pas moi qui fais les décors, j'ai fait les costumes seulement. C'était moi qui avais demandé à ce que ce soit voilà, mais délire bleu, quoi. Voilà, mais bleu, c'est ça. C'était une volonté de Blandine, donc les costumes sont bleus. C'est vrai, c'est très vrai. Alors, donc si on parle des costumes justement pour Aurore, donc ça, les vêtements sont importants parce que c'est une femme qui se pose plein de questions, qui est pas contente de son corps. Est-ce que là, comment est-ce qu'on invente le dressing d'Aurore, de ses filles? Déjà en lisant le scénario, parce que Blandine avait de temps en temps, c'est comme ça dans un scénario, et Blandine aime bien écrire quelques annotations qui sont importantes pour elle et qui sont justes, quoi. Donc à moi de les interpréter, de faire en sorte que voilà, ces indications existent visuellement. Et puis là, il y avait une chose très importante qui était, voilà, c'est l'histoire d'une femme de 50 ans. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle est, d'où elle vient, comment elle commence et vers quoi on va l'amener. Et c'est toute cette évolution qui était importante dans Aurore. Et souvent, quand on fait un costume, enfin, quand on travaille les costumes, on part du comédien principal parce que finalement, c'est lui qui va être dans quasiment la totalité des scènes. Et après, on construit les costumes par rapport des autres personnages par rapport à ce personnage principal. Et donc là, cette jeune femme de 50 ans, voilà, on avait envie qu'elle devienne sexy sans que ce soit ridicule et sans que ce soit grossier. Et c'est pas tout à fait l'image que Agnès Jaoui a d'habitude dans les films. Et c'était pas, voilà, ça faisait partie aussi du travail, de voir avec Agnès si elle était d'accord pour changer aussi de vestiaire et faire en sorte qu'elle se sente bien dans ce nouveau vestiaire et qu'elle ne se sente pas déguisée. Voilà, ça c'est très important. Parce qu'elle met des vêtements assez moulants et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément comme ça du tout, Agnès. Voilà. Et aussi, c'était une femme, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un
un film sur une femme qui a des bouffées de chaleur, tout ça, qui est en pleine ménopause. Donc il fallait aussi des costumes un peu oignons, quoi, qu'on puisse enlever des couches facilement quand elle a chaud, qu'elle puisse, voilà. Et voilà, et il se trouve qu'Agnès Jaoui, c'est une femme vraiment intelligente et pertinente, et elle était à fond pour le film, et elle était d'accord pour aussi cette transformation. Donc quand on est costumière et qu'on est avec un acteur qui travaille pour son personnage et pas juste pour son image, alors c'est formidable, c'est un cadeau, quoi. Et après, bien sûr, on fait des essais avec elle, avec la réalisatrice, avec plusieurs propositions, et puis voilà, et puis Blandine, elle dit, ok, tiens, là, voilà, ça c'est chouette, et voilà, c'est comme ça. Donc c'est un autre travail aussi sur Annie Colère, parce que là, il y a de la reconstitution pour retrouver des vêtements d'époque. Alors, oui, il y avait ça, mais surtout, parfois, en plus, ces années 70, c'est des années qui sont très marquées, très marquantes. Et en plus, il y avait autre chose, c'est que dans Annie Colère, on voulait que ça se passe, en tout cas qu'on ait la sensation qu'on soit en province et non pas dans un univers parisien. Donc il fallait faire attention de ne pas tomber dans l'imagerie qu'on a aujourd'hui, des années 70, très mode, très peps, très nanana. Et donc finalement, on était entre 70 et 60. Et surtout, parfois, ces films-là, enfin, pas les films, mais ce que je veux dire, c'est que parfois les décors sont très forts et les costumes sont très forts. Alors là, on est un peu fatigué, quoi. Et les décors et les costumes doivent, c'est comme la musique, on doit les oublier. Parce que si on voit les costumes, les décors, alors on est perdu dans l'histoire, on ne suit plus ce qu'on a envie de nous raconter, quoi. Donc là, c'était plutôt ajuster costumes et décors pour qu'on ne soit jamais trop fort et qu'à la fois, on y croit, quoi. Et surtout, moi, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue qui était vraiment passionnante, c'est qu'on avait regardé des films récents qui racontaient les années 70, avec des grands cols comme ça, pelle à tarte, des papiers peints orange, et on a regardé avec Marie plein d'archives de l'INA de l'époque, ou même les films de Sautet qui sont tournés à cette époque-là. Sur les murs, c'est les papiers peints des années 65, parce qu'ils n'ont pas refait tout l'appart la bonne année. Et puis l'école très colorée, etc. C'était vraiment les Parisiens hyper à la mode, quoi. C'était pas du tout... Et en fait, on a une imagerie qui nous a gagné comme ça à cause des films récents, et qui, en fait, c'était pas ça du tout les années 70, quoi. Donc c'était vachement rigolo de faire ça. Alors, comme le temps passe, on va revenir à la musique quand même. Je fais le tour, hein. J'ai fait le tour, je reviens, je refais le tour. Et puis c'est parce que c'est toujours bien de revoir des images. Donc, on va regarder des extraits, on va en parler après. C'est pas forcément représentatif de ce que fait Bertrand, justement. Enfin, voilà, j'ai pris un peu au hasard. Pas au hasard du tout, d'ailleurs, mais j'ai pioché avec intention. On va regarder avec Marinette, donc le premier court-métrage que vous avez fait ensemble, qui date de 2000, hein. C'est ça, un moment particulier qui n'est pas forcément gai. Il fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça va être qui est un motif qui revient dans le film, on en parlera. Un extrait de Zouzou, 2 extraits de Zouzou qui sont d'un tout autre style. On va entre le désir, l'apaisement, une danse. Voilà, donc ça sera les extraits 4, 5 et 6 et on va les enchaîner.
Ah, t'es là? Allez. Bon, alors, on fait quoi? Tu me raccompagnes. Hein. Oui, oui, je te raccompagne. Bien sûr, je te raccompagne. On couche pas en chambre. Hein. Non, non. N'importe quoi. te dis qu'il faut y aller. Tant qu'il fait bon et clair, laisse le feu, il s'éteindra. Un rond noir dans la neige. C'est pas moi qui ai coupé Bertrand brusquement, c'est que la scène est comme ça en fait, ça s'arrête et elle s'arrête comme ça. Non mais on est un peu frustrés. C'est marrant les extraits que tu as choisis parce qu'en fait dans chacun de mes films il doit y avoir 15 ou 20 passages musicaux où il n'y a pas la voix de Bertrand. Et là, exactement, j'ai pris que les extraits où il y a la voix de Bertrand. C'est pour ça, c'était par choix. Oui. Je les trouve très beaux en plus, ces extraits. Ça donne une idée de la variété en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas le cas dans la plupart des... Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas représentatif. Mais après, c'est pas facile à isoler parce que justement, enfin, vous allez le commenter, mais tu l'as dit, tu ne veux pas de musique qui souligne. Enfin, tu l'as dit aussi, Bertrand. Donc du coup, on entend parfois des moments très fins comme ça, très subtils qui accompagnent un personnage, mais il n'y a pas ces motifs qui arrivent. C'est rare en fait. Et j'ai justement pris cela. Souvent maintenant dans les films français, je trouve qu'il y a à peu près à la moitié du film, entre la 40e et la 50e minute, il y a 1 minute et demie de clip. Mais vraiment avec la musique à fond, souvent une musique plutôt connue et populaire, et avec des petits morceaux de vie des personnages, quoi. Alors on fait pas ça, c'est vrai. Là c'est très particulier. Donc le premier extrait avec Marinette, Bertrand a eu le prix de la musique à Clermont-Ferrand. Tu te rappelles? C'est notre tube. Très bien. En même temps que tu as eu le prix de la première œuvre. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, on avait tous les deux été récompensés. Mais c'est un peu notre tube. Enfin, moi, j'adore ce morceau. Et c'était en 2000, donc c'était il y a 25 ans. Et on s'est dit qu'on pouvait se citer depuis le temps. Oui, vous l'avez repris dans Annie Colère. On s'est auto-cité. On l'a repris. Elle se remet sur le vélo. Ouais, ça m'a fait très plaisir. C'est une citation dans la filmographie de Blandine. Mais moi, j'adore ce morceau, vraiment. Et le deuxième extrait, c'est super drôle. Oui, alors là, on est dans la tête de Florence Muller. Florence Muller, qui
qui extrapole une situation de romance qui pourrait survenir très vite, bientôt, et sa rêverie est interrompue. Donc là, c'est-à-dire que quand on voit la voix grave, cette espèce de chose un peu ténébreuse, c'est pour appuyer cette dimension dialectique un peu ordinaire, banale, vous voyez, du mal, tu vois, tel qu'il peut être le crooner fantasmé, quoi. Voilà. Donc il y avait ça. Mais Blandine aussi est assez gourmande, si on veut, que ma voix figure ici ou là, souvent. Moi, je freine des cas de fer parce que quand j'entends ma voix, on a un rapport à sa propre voix qui est, vous voyez, qui est ce qu'il est. Mais enfin, la plupart des gens sont un peu comme de ronds de flanc devant leur propre voix quand on s'entend. Et moi, ça me fait ça. Je me dis, mais c'est pas du tout. Pour un chanteur, c'est pas banal de dire ça quand même. Non, mais même les chanteurs, on s'habitue. Mais une chanson, quand elle n'est pas intégrée à un scénario, une histoire qui n'est pas la sienne, vous voyez, elle prend un autre statut quand même. Et voilà, non, mais en effet, c'est vrai, c'est pas particulièrement représentatif de l'ensemble. Le dernier extrait, c'est une chanson d'un de tes albums. Oui, et ça, c'est une chanson qui n'a pas été composée pour le film, que Blandine a choisi de mettre dans le film. Ouais. Les seules chansons vraiment composées, chantées, hein, c'est celles qui sont au générique de. Tu disais non, là, les deux, là, c'était pour les films, les deux premières, et puis le générique de Juliette, où j'adore. Je suis très très contente de cette chanson que je trouve hyper belle. Comment elle s'appelle La petite bête qui monte, qui monte. Dans ton cœur. Ouais. Dans ton cœur. Ouais, dans ton cœur, il y a quelque chose qui monte, qui monte. Ouais, vous vous souvenez de la petite chanson d'enfant, une petite bête qui monte, qui monte. Bah, je l'ai fait, mais la petite bête qui monte, c'est un sentiment de plénitude et de soulagement ou d'amour, quoi. Il y a une petite bête qui monte dans ton cœur. Voilà, c'était un petit clin d'œil comme ça. Et puis, je voulais pas il ne s'agissait pas d'avoir un texte. Vous voyez, le problème avec les textes de chansons, c'est que soit ils nous racontent à nouveau, cette fois en chanson, ce qu'on vient de voir pendant 2 heures dans le film. Donc là, c'est bon. Hein, souvent, on a envie de sortir du cinéma aussi à ce moment-là. Mais s'il y a de la voix, à moins que ce soit en anglais, c'est pour ça parfois j'ai choisi l'anglais, parce qu'elle ne vient pas capturer l'attention avec le sens qui vient s'imposer, clignoter, parce qu'on a ce cerveau qui est fait de telle manière que lorsqu'il y a un message, des mots, en particulier dans un film, on a tendance à vouloir savoir ce que sont ces mots, ce qu'ils disent, s'ils veulent nous informer de quelque chose. C'est assez périlleux, quoi. Ça fonctionne dans la comédie musicale parce que c'est dès le départ le projet, mais dans un film qui n'est pas une comédie musicale, ça peut être redondant, faut faire attention. Donc là, il s'agissait de faire une chanson avec très très peu de texte et puis qui viennent trouver sa place dans un des projets que se donnait ce film, c'est-à-dire de faire survenir quelque chose de l'ordre de la réconciliation, quoi. Pour les musiques additionnelles, Blandine, vous avez une discussion ensemble ou c'est toi là parce qu'il y a des musiques additionnelles, il y a Nina Simone dans Aurore, il y en a d'autres. Là, ça c'est toi. Ah oui, oui, il y en a peu en général. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un passage où la musique n'est pas additionnelle. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est dans la séquence, quoi. Et il y a toujours quelqu'un qui chante aussi dans mes films. Et des chanteuses, actrices chanteuses. Oui, aussi. Non, pas toujours. Ouais, ça, ouais. Par exemple, dans Nicolaire, il y a le personnage interprété par Rosemary Stanley, qui est une des personnes accueillantes au MLAC, qui chante, qui se trouve être une chanteuse aussi dans la vie, mais qui a une pratique du chant dans le cadre de ces activités d'accueil des femmes qui viennent se faire avorter, qui est une tradition de chant d'apaisement qui est très ancienne dans le monde, dans ce monde de l'avortement ou de l'accouchement, que sais-je, en tout cas de venir corrompre la douleur, la souffrance ou l'inquiétude par un chant apaisant dans une pièce toute petite. Ça, c'est quelque chose qui se pratique depuis très très longtemps. Ça, c'était très beau, d'autant plus qu'elle a une voix magnifique. Et moi, quand j'ai su qu'elle était dans le film et qu'elle allait chanter, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que... Enfin, je me suis dit qu'il fallait que, à ce moment-là, la musique, c'est la plaine. Hein. Pour ce qui concerne les sommets, c'est ces moments-là, quoi. Il y a pas... il faut se tenir à sa place dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une voix comme ça, quoi, seule dans un tel moment, quoi. Donc, bon... Et pour chaque film, il y a un événement, quelque chose qui a à voir. C'est comme on se trouve sur comme si on avait un curseur, disons du tragique au plus léger.
Alors ça bouge beaucoup dans les films de Blandine parce qu'elle sait faire ça, mêler ses émotions, les moments de tension, les moments de relâchement en tout cas, avec beaucoup d'intelligence et de finesse, mais ça bouge beaucoup, quoi. Et la musique doit suivre ces moments-là, s'absenter, enfin. Ça, c'est ce que je trouve le plus passionnant dans ce travail, que je ne fais pas beaucoup avec d'autres personnes qu'avec Blandine. Ça m'est arrivé, mais c'est très, très rare quand même. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, parce qu'on a du public aussi. Donc, peut-être qu'on va commencer à donner la parole à la salle, si vous avez des questions à nos invités. Bonsoir, merci, c'est vraiment passionnant ce que vous nous racontez. Moi, je suis vraiment absolument enthousiaste. Je voulais revenir juste sur Aurore, dans la deuxième scène qui se passe à la NPE, avec l'autre actrice, excusez-moi, j'oublie son nom. Il y a une scène, Florence Muller. Voilà, Florence Muller, où vraiment... Elle hésite, elle n'arrive pas à parler. Ce que je me demandais, est-ce que c'est écrit, cette scène-là? Est-ce que vous écrivez tous les dialogues? Est-ce que ça, c'est écrit? Et à quoi ça peut ressembler dans un scénario? Parce que est-ce qu'elle a appris un texte ou est-ce où il y a une certaine part de liberté, quoi? Alors, en fait, il fallait à un moment donné qu'Aurore cherche du travail et donc je devais passer narrativement par cette espèce d'endroit, Pôle emploi, NPE, France Travail, etc. Et je me suis dit, c'est pas intéressant, on sait ce qui va s'y dire, on l'a déjà vu 1000 fois au cinéma, ou on l'a vécu soi-même. Donc, puisqu'on sait ce qui va se dire, autant ne pas le dire, puisque tout le monde comprend tout de suite. Et Florence Muller, il se passe qu'elle sait très très bien faire ce genre de choses. Je trouve c'est du génie, vraiment. Enfin, tout le monde ne sait pas faire ça. Et donc, c'était avec un grand plaisir que je l'ai invitée à faire ce petit rôle. Mais enfin, j'essaye toujours qu'il n'y ait pas de petits rôles dans mes films. J'adore des personnages qui existent comme ça très très vite. Et ce qu'elle a fait, et moi, continue de me faire rire. Je l'ai revu hier, l'extrait, et j'ai ri encore, quoi. Alors, c'est un autre extrait qu'on a montré hier lors d'une autre rencontre. Là, c'était Laure Calamy, mais il y a une autre séquence d'ANPE, Pôle emploi, etc. Je ne sais pas comment on dit maintenant. France Travail. France Travail. Oh, tu le sauras un jour. C'est vrai que pour rebondir sur votre question par rapport à l'improvisation, enfin là, j'étais pas là sur cette partie du tournage, mais ce qui est très beau dans la façon dont Blandine travaille avec les acteurs et les actrices, c'est que, encore une fois, le scénario, c'est un outil de travail. T'écris des très bons dialogues, mais il y a vraiment une scène qui est là, qui existe. Mais tu retravailles après sur le plateau le matin avec les acteurs et vous redispatchez les lignes, vous réessayez des choses et que t'es pas... Enfin, voilà, il y a certaines ou certains metteurs en scène qui vraiment sont très très accrochés au texte. Toi, t'adores qu'il y ait un truc de vie qui soit insufflé et que toutes les petites choses qui peuvent à un moment donné arriver comme ça, les petits accidents, t'en fais ton miel. Mais ça, c'est hyper agréable quand on voit après le résultat, quoi. Un savoir-faire de Blandine. J'ai une question sur le tournage. Vous parlez tout à l'heure par rapport à placer la caméra vis-à-vis les répétitions de l'équipe. Est-ce que tu fais un découpage avant? Comment tu choisis justement à placer la caméra? Est-ce que c'est fait sur le jour même? Comment c'est ta démarche de découpage? Ça dépend des séquences, vraiment. Mais par exemple, pour l'avortement, toutes les séquences d'avortement, il y en a 7. On s'est vraiment beaucoup posé la question comment on allait filmer pour que ce soit le plus... L'idée, c'est que le spectateur, la spectatrice s'identifie aux femmes beaucoup. Donc, on avait envie d'avoir cette espèce d'avoir les jambes comme ça dans le champ. Et donc, il y a des situations pour lesquelles on se pose beaucoup de questions, d'autres pas du tout. Moi, j'attends de voir ce qui se passe sur le plateau et je décide là où on sera le mieux, quoi. Donc, pour ça, en gros, il faut qu'il y ait plus la complicité avec le chef-op ou la chef-op est installée et plus c'est heureux. En gros, c'est ça, quoi. Et après, Marion et puis tout le monde aide aussi complètement. Enfin, c'est un travail collectif, quoi. Moi, j'aime le cinéma pour l'équipe. Sinon, je serais écrivain ou peintre ou je sais pas quoi. Mais enfin, l'idée, c'est de faire participer tout le monde le plus possible, quoi.
Bonsoir. Oui, je ne sais pas trop si je peux poser cette question, mais je la pose quand même. Je me demandais en fait si, Blandine, si vous pouviez nous dire un peu comment ça vient, les idées pour vous, en fait, d'où ça vient. Est-ce que c'est des choses que vous voyez? Est-ce que vous vous nourrissez de quelque chose pour un projet? Ou qu'est-ce qu'il y a en fait au début? Soit c'est l'envie de dire quelque chose, enfin, c'est une ambition énorme, je me rends compte en le disant, mais de se dire oui, je peux prendre la parole, mais donc c'est vraiment une nécessité, c'est-à-dire que c'est une obsession. Zouzou, c'était voilà quand j'ai compris que s'il y avait l'éducation sexuelle à l'école, ça changerait vraiment complètement toute la société. Enfin, j'ai vraiment pris conscience de ça. Je me suis dit, il faut en faire une comédie, il faut qu'on parle de cette histoire que personne ne veut prendre en charge cette éducation, ni la famille, ni les médecins, ni l'école, ni personne. Donc au bout d'un moment, on voit bien les ravages que ça procure dans enfin voilà. Aurore, c'est venu parce que j'avais plusieurs amis plus âgés que moi qui avaient les enfants qui quittaient la maison, qui se séparaient de leur mec et qui n'avaient plus de boulot. C'était une espèce d'âge comme ça qui avait l'air tellement terrifiant. Et en même temps, je lisais Françoise Héritier ou Christine Delphi. Donc je voyais bien qu'il y avait quelque chose de très politique et en même temps de très banal, quoi, de très quotidien et de très courant. Et encore une fois, la comédie me paraissait le meilleur moyen d'aborder la ménopause parce que sinon, je pense que j'aurais pas trouvé d'argent pour aborder ce sujet tellement tabou. Voilà, Nicolaire, c'est quand j'ai découvert l'existence du MLAC, je me suis dit qu'il fallait que tout le monde connaisse cette histoire, vu qu'on ne l'apprend pas à l'école. Et puis, Juliette au printemps, ça a été un coup de cœur pour une bande dessinée, puisque c'est l'adaptation d'une bande dessinée de Camille Jourdi. Voilà, donc ça part de... Enfin, il faut qu'il y ait un désir très très fort quand même pour faire un film, parce que ça dure entre le moment où on écrit et la fin, c'est peut-être 2 ans, 3 ans, quoi. Donc bon, faut en avoir très très envie quand même. Petite question sur le casting. Est-ce que c'est toujours toi qui choisis les acteurs et les actrices avec qui tu veux travailler? Parce qu'on voit qu'il y a quand même, par exemple, Laure Calamy qui revient souvent. Et est-ce que tu travailles avec des directeurs et des directrices de casting, ou c'est toujours toi qui sais avec qui tu veux travailler? Souvent, il y a quand même les rôles principaux qui sont décidés aussi beaucoup avec la production. En fait, pour pouvoir financer, il faut un peu des noms. Pas pour tous les films, mais quand même, c'est de plus en plus comme ça, quoi, en tout cas. Et après, pour tous les autres rôles, non, j'aime bien rencontrer des gens nouveaux quand même à chaque film. Là, pour Annie Colère, il y avait beaucoup de jeunes femmes à rencontrer. Et là, j'ai travaillé avec David Bertrand. Qui m'a fait rencontrer beaucoup de jeunes femmes, et c'était un casting passionnant en plus pour plein de raisons. Enfin, je veux dire que quand on fait des castings avec des sujets aussi forts, forcément les jeunes femmes qui viennent savent un peu enfin, il y a une forme d'engagement, quoi, déjà en venant au casting. Au Zouzou, non, il n'y avait pas de directeur de casting, c'était vraiment écrit sur mesure pour tous ces acteurs actrices que j'aimais beaucoup et avec qui je voulais passer du temps, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste savoir un petit peu comment ça se passait entre... Vous l'avez abordé un tout petit peu au début, mais le travail entre l'assistante mise en scène et la maîtrise ou la metteur en scène. Quelle est votre marge de manœuvre, ou comment se passe la collaboration de façon concrète? Avec chaque metteur en scène ou maîtrise en scène, cinéaste. Faut créer la relation, en fait. C'est vraiment très humain, donc il n'y a pas de recette Après, chaque cinéaste aussi a une façon de mettre en scène, avec une façon d'aborder le tournage, parce que ce qu'on prépare, c'est le tournage. Donc il y a toute cette phase de préparation qui dure généralement 2 mois et demi, 3 mois, peut-être un peu plus, où on apprend à se connaître, et puis en tant qu'assistant, on apprend à essayer de voir comment la personne envisage le tournage de son film. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait de découpage. C'est vraiment propre à chaque cinéaste. Blandine, ça passe vraiment par les acteurs. Je sais pas, t'aimes vraiment ça. T'as besoin de voir les acteurs en place.
dans le décor, de travailler avec eux pour trouver la scène. Alors, tu sais ce que tu as écrit, évidemment, et où est-ce que tu veux aller, mais tu te laisses une part de laisser arriver des choses de la vie, quoi. Donc ça, et on s'apprivoise au fur et à mesure. Et puis, c'est aussi à force de parler, c'est beaucoup de conversations. Bien sûr, l'assistant, il y a toute une partie plus technique, où on doit préparer le plan de travail ensemble. Alors moi je le prépare, c'est-à-dire de dire on va tourner tel jour, telle scène. C'est des discussions ensemble où après c'est des choix qui sont faire cohabiter des choix artistiques, des désirs artistiques avec des réalités budgétaires, financières. Et puis voilà, en fonction du degré de lien qui se crée, d'intimité et puis de complicité aussi sur des sujets, l'assistant se permet ou pas de rentrer plus ou moins dans une collaboration artistique. Voilà, enfin c'est des questions d'affinité humaine, quoi, après, à un moment donné. Et après, Marion, elle a une équipe aussi. Il y a un deuxième assistant, troisième, à qui elle délègue au fur et à mesure. Mais au tout début, on n'est que toutes les deux avec la production, un peu la régie. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe arrive. Donc ça, c'est super émouvant quand on est réalisateur, réalisatrice, cinéaste, enfin, qu'on fait du cinéma. C'est qu'au début, on démarre vraiment pas nombreux. Et puis, à la fin, tout le monde arrive et ça y est, ça chauffe, quoi. Et puis, il y a des degrés de décision différents à prendre. Alors, c'est dur de prendre des décisions pour un film parce qu'à un moment donné, on entérine des choix et il y a quand même un calendrier. Donc, si j'arrive 3 mois avant le début du tournage, mais on sait qu'il y a cette espèce de date, là, le D-Day, qui est le premier jour de tournage, on ne peut plus décaler après parce que ça coûte très cher. Donc, on sait qu'on doit commencer là. Et on a une espèce d'assistante, on a un rétro-planning dans la tête en se disant, bon, il faut que tant de semaines avant, on ait... finaliser le casting, qu'on ait finalisé les repérages, et c'est de prendre les meilleures décisions pour le film, d'accompagner Blandine dans la prise de décision, et puis aussi de coordonner le reste de l'équipe pour qu'elle ait le plus de choix possible pour pouvoir décider, que ce soit des vrais choix, pas des... Mais en tout cas, le premier ou la première assistante, c'est la personne avec laquelle je passe le plus de temps. C'est-à-dire que pendant 5 mois, on se voit tous les jours. Ouais. Donc c'est vrai, quand ça s'arrête, c'est toujours bizarre. Ouais. D'accord, merci. Et vous êtes sur un autre projet ou vous avez un coup de cœur? Je suis en train d'écrire, là, tranquillement. D'accord. Tout doux. Prenez votre temps. Et merci beaucoup pour... Moi, je vous découvre et j'adore. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Donc, j'ai 2 questions. Une première sur le fait que vous avez visiblement un engagement et puis une dimension politique à votre travail. Et je voulais savoir si cet engagement et cette dimension politique étaient partagés par une équipe que vous choisissiez à cet effet ou qui était aussi intéressée par cet engagement. Est-ce que c'est autrement dit un engagement qui est collectif avec toute l'équipe? Et la seconde question porte plus précisément sur Annie Colère, dont les différentes personnes avec qui je l'ai vue, on s'est dit que finalement, la loi IVG de Simone Veil était, d'une certaine manière, qui est célébrée à juste titre, était d'une certaine manière une reprise de contrôle de ce mouvement des avortements en les officialisant, alors qu'il y avait tout ce mouvement du MLAC qui lui avait pris en charge ce travail-là et qui était fait par des femmes, pour des femmes, et que du coup il y a un certain paradoxe à valoriser cette loi IVG, alors que c'est une sorte de prise de contrôle. C'est ce qu'on voit un petit peu à la fin du film, avec le discours de Laure Calamy. Et je ne sais pas, j'ai pas eu l'impression que cette dimension-là avait été bien comprise dans la réception qui a été faite du film. Donc je voulais avoir votre avis sur ça. Je pense que si, quand même. Je pense que ça a été... Je pense que ça a été bien perçu. Enfin, la loi Veil c'est vraiment tout l'aspect médico-légal qui a été
gagnant dans l'histoire, c'est-à-dire tout l'aspect féministe éducatif, c'est-à-dire que le miroir pour que les femmes apprennent leur corps, etc. Toute la prise en charge très tendre et globale des personnes, quoi. Ça, c'est sûr que ça s'est stoppé avec la loi Veil, elle était là aussi pour établir l'ordre social, quoi, que le chaos, c'était le chaos dans le pays, quand même. Mais ça n'est pas du tout comme ça qu'elle est présentée. Alors, le roman national aime bien raconter une ministre seule face à une assemblée d'hommes et qui fait voter une loi. Ce qui est vrai, elle a été extrêmement courageuse. Ça a été, on sait tous ce qu'elle a vécu pour faire passer la loi, mais c'est pas elle qui souhaitait. Elle a été appelée par Giscard d'Estaing pour faire ce boulot que personne ne voulait faire. Et elle l'a fait très courageusement. Mais c'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois qu'on commémore la loi Veil, on invisibilise la lutte qui était collective, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait Gisèle Halimi, il y avait le planning familial, il y avait le MLAC. Et c'est une désobéissance civile globale qui est totalement invisibilisée, qu'on n'apprend toujours pas à l'école. Là, j'ai vu le mois dernier, il y a eu énormément d'articles dans la presse. C'était extrêmement rare que le MLAC soit mentionné quelque part, quoi. Alors Gisèle Halimi, à nouveau, est de plus en plus mise en avant, etc. Comme Simone Veil, mais comme si c'était des figures un peu isolées. Ce qui est évidemment faux, mais c'est comme... moi j'aime bien faire le parallèle avec le mariage pour tous. Ce sont pas des ministres qui se sont réveillés en disant tiens, il y a des familles homoparentales, on va peut-être faire une loi pour les aider. C'est parce que les gens se sont mobilisés, que de la même façon qu'ils sont... moi je voulais faire le film aussi pour rappeler que les lois se réclament, quoi. On nous les donne pas généreusement comme ça. Et pour la première question, oui, ce sont des films que j'espère qu'on reçoit comme des films politiques, mais j'ai l'impression que faire un film, c'est déjà un geste politique, c'est prendre la parole, quoi, et c'est de donner une vision du monde, donc c'est déjà forcément... ça me paraît forcément politique de faire un film. Et en tant que femme, encore plus, même si ça va mieux. Et la question portait sur l'équipe, c'est-à-dire est-ce que l'équipe se réunit autour du projet politique ou est-ce que c'est un projet artistique qui les mobilise? Mais est-ce que la dimension politique est non, Blandine ne choisit pas ses techniciens parmi des militants. Non. Et quand on s'est rencontrés, moi j'étais assez ignorante de toutes ces questions-là. Enfin, j'étais ignorante dans le sens, je connaissais ce que... la face immergée et Blandine m'a enseigné des choses. Mais d'abord, faire un film, il faut des techniciens compétents. Après, je pense que des gens qui ont des idées politiques diamétralement opposées à celles de Blandine ne vont peut-être pas se retrouver, mais on n'est pas obligé d'adhérer à la pensée. Mais de la même façon, je pense que pour les techniciens, c'est faire un film, c'est aussi toujours un peu un engagement. Il faut s'y retrouver quelque part, quand même, dans le projet. Après, à chacun des degrés différents. Mais oui. On devient aussi... moi, c'est pareil. J'ai commencé à travailler sur le MLAC, sur ton scénario. Je ne connaissais pas le MLAC. Je veux dire, j'en avais jamais entendu parler. Et après, au fur et à mesure qu'on travaille, forcément... si on n'adhère pas, ça me semble un peu compliqué quand même artistiquement de suivre l'affaire, quoi, parce que l'artistique raconte aussi, fait partie du récit de l'histoire, quoi. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on devient... moi, en tout cas, personnellement, je suis extrêmement fière d'avoir travaillé sur ce film, d'avoir rencontré des femmes du MLAC, parce que j'en ai eu besoin pour m'imprégner de l'atmosphère, et pas que de l'atmosphère, d'être au plus près de la vérité. Et franchement, personnellement, c'est un grand moment pour moi. Et je le dois à Blandine, clairement. Oui. Et si je parle de mon équipe déco et costume, tous ont découvert le MLAC avec le film de Blandine. Et ça aurait été compliqué pour moi, évidemment, de parler de tous les détails qui font partie après d'une vision artistique avec des gens qui auraient été, disons, opposés à l'idée. Mais c'est parce qu'aussi, on choisit aussi son équipe. Alors, bien sûr, par rapport aux capacités de l'équipe en question. Mais enfin, je veux dire, on y passe du temps. Donc, il faut aussi une affinité intellectuelle, je pense.
Bonsoir. Je voulais... bon, moi, je n'ai pas assisté au cours de hier, hein, donc je ne sais pas ce qui s'est dit. Mais je voulais vous poser une question concernant, je voulais dire, de l'actrice à la réalisatrice. Donc, on cite Carnet de... Donc, je voulais savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, vous n'avez peut-être pas une carrière d'actrice suffisamment conséquente pour que... voilà, en quoi ça peut apporter des choses en tant que réalisatrice par rapport à vos actrices? Et aussi un peu, comment ça s'est passé, si vous avez des souvenirs de ce tournage avec Gaspard Noé. Voilà. Bah oui, j'ai des souvenirs quand même. J'ai pas une grande carrière d'actrice, pas du tout, vous avez bien raison, mais j'ai pas couru après non plus. Peut-être que si j'avais eu un succès fou, j'aurais eu moins envie d'être réalisatrice, c'est possible. Mais c'est vrai que moi j'ai démarré à une époque où avec Gaspard c'était super, j'ai appris plein de choses. Il était très encourageant, donc ça m'a donné envie de réaliser. Enfin, voilà, il était très encourageant. Et ensuite j'ai rencontré quelques réalisateurs, réalisatrices très chouettes. Et puis après j'ai rencontré des gens beaucoup moins chouettes qui m'ont donné moins envie, quoi. Voilà, en gros. J'ai vu des réalisateurs... bon, ben voilà, toute cette génération de types très désagréables en casting, je crois qu'on en a assez entendu parler dernièrement, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et voilà, moi, je suis partie en courant, quoi. Mais, et après, j'ai eu des expériences de réalisateurs qui ne dirigent pas du tout, qui nous font faire 10, 15 prises sans donner aucune indication, des choses comme ça, mais qui m'ont permis, en tout cas, de me rendre compte de ce que c'est que la position d'être devant une caméra, c'est-à-dire cette extrême fragilité, mais aussi ce grand pouvoir de faire foirer une scène, quoi, enfin, très facilement. Il y a plein de... Je sais à qui je m'adresse, quoi. Voilà, c'est ça que ça... Je pense que ça m'aide là-dessus. Et je sais que s'il n'y a pas de plaisir, c'est quand même compliqué d'avoir une bonne scène. Donc je crois que j'essaye de faire en sorte que mes acteurs et mes actrices aient du plaisir, quoi, d'une façon ou d'une autre, dans le travail. Je ne crois pas au travail dans la douleur du tout. Mais il y en a qui y croient à ça. Il y en a qui y croient, et puis il y en a qui délèguent complètement à l'acteur l'interprétation, alors que toi, tu as une idée de l'interprétation de chaque personnage. On veut des noms, là, Marion, du coup. Des noms. On veut des noms. Mais non, mais c'est pas forcément négatif. C'est une question de position, et je pense aussi de chemin. Le fait que tu es joué et que tu sois actrice aussi, ça change complètement la façon de mettre en scène. Mais tu as une idée de comment le personnage pourrait faire dans telle scène, et tu le partages avec la personne qui interprète, et de là, vous construisez. Alors que parfois, c'est pas du tout comme ça. On va devoir conclure, malheureusement, mais pour notre chance, les films sont toujours là, donc on va pouvoir entendre la vraie musique de Bertrand Belin dans les films de Blandine Lenoir. Donc il y a la séance de court-métrage qui suit, donc qui est avec des cours super, donc que Blandine va présenter. Et puis on peut toujours voir Juliette au printemps, Aurore demain. Enfin voilà, donc vous pouvez encore profiter des films de Blandine Lenoir pour clore cette semaine demain. Voilà, et on vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Vous êtes tous d'être venus.